Bonne nouvelle, on peut encore faire gagner le climat et la justice sociale. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais je crois qu'on peut encore gagner. Et puis on n'a pas le choix. Vu la gravité de la crise sociale, de la crise climatique, il faut qu'on gagne. Dimanche dernier, on a eu chaud. On a évité le pire, mais on a eu peur. Et si on ne change pas de politique, ça peut être encore pire dans 5 ans. Si on prend 10 points tous les 5 ans, a priori la prochaine fois sera la bonne. Oui, si rien ne change, l'extrême droite peut gagner dans notre pays. Et ce qui fait monter l'extrême droite, c'est l'explosion des inégalités. Les plus riches qui ne savent plus quoi faire de leur argent, les milliardaires qui se pavanent, les dividendes qui explosent, alors que des millions de Français comptent au jour le jour chaque euro dépensé parce qu'il faut payer les loyers, il faut payer les charges, il faut payer les dépenses pour des vêtements pour les enfants. Ce qui fait monter l'extrême droite, c'est l'humiliation au quotidien, c'est le fait que notre village est en train de s'éteindre, qu'il n'y a plus d'accès à la santé, qu'il faut faire 1 heure de route pour trouver un hôpital qui nous accueille. Ce qui fait monter l'extrême droite, c'est la façon d'exercer le pouvoir. Il y en a 2 ou 3 qui décident de tout et les autres se sentent méprisés, comptés pour rien, inutiles. Cette façon d'exercer le pouvoir est dramatique. Cette façon aussi de banaliser le projet de l'extrême droite. On se souvient des propos de Gérald Darmanin. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. La meilleure façon d'être sûr que l'extrême droite n'arrivera pas au pouvoir, c'est une autre politique. Une politique de justice sociale. Une politique qui lutte radicalement contre la précarité et contre la peur du lendemain. Une politique très concrète qui fait baisser les charges fixes, loyers, dépenses d'énergie, dépenses de transport. Une politique qui fait que chacun a accès aux services publics, de santé, d'éducation. Une politique où chacun se sent écouté. Une autre façon de faire de la politique, avec zéro humiliation. Bien sûr, on n'a pas de baguette magique, mais appeler à l'intelligence et à la fraternité, penser que l'autre n'est pas un imbécile qu'on va gruger 1 fois tous les 5 ans, mais que l'autre est un frère ou une sœur avec qui on gouverne, ça peut changer radicalement et ça peut ça peut couper les racines de l'extrême droite. Donc il y a devant nous cette urgence sociale, mais il y a aussi l'urgence climatique qu'on ne peut pas oublier. Au moment où je vous parle, il fait 50 degrés en Inde. Il y a des zones d'Espagne où il n'y a plus un goutte d'eau. Et en France, les arboriculteurs ont vu leur récolte perdre 80% de la récolte parce que l'hiver avait été trop chaud et que les gelées tardives ont foutu en l'air une bonne partie de la récolte. Donc on n'a pas à choisir entre l'urgence sociale et l'urgence climatique. Il faut une politique qui s'attaque à ces 2 sujets. Et je crois que c'est une politique radicalement différente de celle que propose Emmanuel Macron. Et je ne suis pas le seul. J'ai vu une enquête qui dit que 63% des Français veulent que les législatives permettent un changement de politique, veulent une cohabitation. 63% d'entre nous ne veulent pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et ils ont raison. Changer de politique en profitant des élections législatives, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Il y a 5 ans, les amis d'Emmanuel Macron avaient fait 32% aux législatives, 32% au premier tour, et ils avaient eu 350 députés avec 32% des voix. Et bien 32% justement, c'est cette année, en 2022, le total de la gauche et des écolos au premier tour des présidentielles. Donc très concrètement, si tous ceux et celles qui ont voté pour la gauche ou les écolos au premier tour de la présidentielle, si tous ceux-là vont voter au premier tour des législatives, on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait possible. 32%, le chiffre qu'on a fait au premier tour des présidentielles, si on fait le même score aux législatives, on gagne la majorité. Et même on voit qu'il y a une dynamique. L'enquête Harris qui est sortie il y a quelques jours montre que ce serait 36%, qu'aujourd'hui, si le vote était dimanche, le total de la gauche et des écolos serait à 36%. Donc on peut gagner les législatives, ça va être compliqué, mais on peut gagner. Et derrière, il y aurait ce qu'on appelle une cohabitation. C'est quoi une cohabitation? Les plus jeunes ne le savent peut-être pas, ça fait un peu vieux con de dire ça, parce que depuis 20 ans, on n'a pas eu de cohabitation, mais avant on en avait eu 3. La cohabitation, c'est quand le président de la République est à l'Élysée, mais n'a quasiment plus de pouvoir, parce que c'est ceux qui ont gagné les législatives qui ont le pouvoir de changer les politiques. C'est l'article 20 de la Constitution qui dit « le gouvernement », qui vient du Parlement, qui est décidé par le Parlement, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et donc on a eu 3 fois ça. Il y a eu une époque où c'était Mitterrand qui était président de la République, mais c'était Chirac qui était à Matignon et qui avait l'essentiel du pouvoir. Puis Mitterrand de nouveau, mais avec Balladur qui avait l'essentiel du pouvoir. Ça fritait parfois, mais globalement ça marchait. Et puis une autre fois, c'était Jacques Chirac à l'Élysée et Lionel Jospin qui a eu tous les pouvoirs pendant 5 ans. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était dans son gouvernement. Donc on a déjà eu 3 séquences de cohabitation. Au début, on se demandait est-ce que ça marcherait, mais globalement, oui, ça a fonctionné. À l'époque, on pense tous que ça ne fonctionnera pas, que c'est une situation contre nature, puisqu'on est, les gaullistes, partisans d'un président fort. Et on se rend compte au moment de la mise en œuvre de la première cohabitation qu'en réalité, dans la Constitution, le pouvoir est entre les mains du Premier ministre. Le président de la République, tout d'un coup, perd 90% de sa force, de sa puissance et de ses pouvoirs. 90% de sa force, de sa puissance et de ses pouvoirs. Imaginez qu'on gagne. Imaginez que dès le mois de juillet, on fasse voter l'allocation d'autonomie pour les jeunes.
Imaginez que dès le mois de juillet, on vote une vraie loi climat en reprenant les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Imaginez que dès le mois de juillet, on fait voter une loi qui met le SMIC à 1 400 € net. Ça changerait la vie des gens. Imaginez que dès le mois de juillet, on fait voter la loi proposée par François Ruffin pour améliorer les salaires et les conditions de travail de tous ceux et celles qui travaillent dans les métiers du soin. Imaginez que dès le mois de juillet, on fait voter une loi contre les violences faites aux femmes en reprenant tout ce qui a été fait depuis 15 ans en Espagne. Oui, imaginez qu'on gagne, ça changerait la vie de millions de gens. Et puis imaginez qu'on ait un gouvernement qui débloque au niveau européen les négociations qui étaient bloquées par Macron et par Bruno Le Maire. Emmanuel Macron disait qu'il voulait une grande Europe, que sa priorité c'est le climat, mais on sait que c'est Emmanuel Macron qui bloquait la création d'une taxe sur la spéculation. Eh bien si on arrive au pouvoir, on pourra débloquer cette négociation. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui bloque la directive pour lutter contre la précarité dans les métiers des plateformes. Il y a 4 millions de gens qui sont concernés en Europe. La gauche unis au Parlement européen, les amis de Mélenchon et les sociodémocrates, on a réussi à convaincre l'ensemble du Parlement européen, on a fait bouger la Commission européenne, le Financial Times disait c'est historique et c'est Emmanuel Macron qui veut continuer à accepter la précarité dans tous ces métiers. Donc si on avait un gouvernement en France qui porte d'autres valeurs, on pourrait changer la vie quotidienne de millions de Français, mais on pourrait aussi débloquer beaucoup de négociations au niveau européen. Oui, tout ça, ce serait génial et tout ça, c'est vraiment possible. Regardez comme ça bouge depuis quelques semaines. Les partis politiques se parlent. Un ami de Mélenchon disait ça fait 3 ans qu'on n'avait pas parlé avec les gens du PS et les plus libéraux et les plus conservateurs quittent le PS. Ça fait 20 ans qu'on attendait ça, ça y est, ils s'en vont. Donc je crois que oui, on peut avoir un rassemblement. On va avoir un rassemblement pour les législatives. Mais à mes yeux, la vraie question, c'est est-ce qu'on a juste un petit rassemblement ? Parce que tous les partis y ont intérêt pour leur image et pour leur financement. Donc est-ce qu'on a juste le but d'avoir 100 ou 120 députés ? Ou est-ce que le but, c'est vraiment de gagner ? Et d'arriver au pouvoir, et de changer la vie quotidienne, de s'attaquer à la question du climat, de la justice sociale, de renouveler les institutions. Donc c'est ça l'enjeu. Il y aura évidemment dans les jours qui viennent un accord entre toutes les forces de gauche, mais est-ce que c'est juste un accord à minima, ou est-ce que c'est un accord très ambitieux, où toutes les forces politiques, mais aussi les gens qui se battent dans les associations, les syndicats, sont les bienvenus, et surtout est-ce qu'on améliore le projet ? Au Chili, Gabriel Boric a créé la surprise. Un gars de 38 ans qui a gagné haut la main les présidentielles. Et comment a fait Boric ? D'abord, il avait accepté une primaire, on ne reviendra pas là-dessus, mais il avait créé une vraie dynamique. Et puis surtout, Gabriel Boric, entre les 2 tours, parce qu'il voulait gagner, il a été capable de parler avec des gens qui n'étaient pas de la même sensibilité politique que lui. Il était capable d'améliorer son projet. Les trucs qui étaient trop pointus, il les a un peu limés. Il ne s'agit pas d'abandonner son ambition, mais il voulait justement porter cette ambition au pouvoir. Et Gabriel Boric, entre les 2 tours de la présidentielle, a fait évoluer un peu son projet et puis a montré qu'il ne serait pas seul à gouverner, qu'il y aurait des gens de sensibilités différentes qui viendraient dans son gouvernement. Améliorer le projet, ça me paraît fondamental parce qu'autour de moi, je vois des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pour faire barrage, pour éviter Le Pen au 2e tour, mais qui aujourd'hui me disent qu'ils n'iront pas voter aux législatives parce que le projet est trop ceci ou pas assez cela. Donc ça me paraît la question fondamentale. Si on veut éviter 5 années de Macron, si on veut éviter 5 années perdues pour le climat et la justice sociale, il faut un peu améliorer le projet. Ça ne veut pas dire tout revoir, mais améliorer le projet qui soit le plus compréhensible et le plus rassembleur possible. Et avec les copains de Nouvelle Donne, on serait heureux de participer à ce travail sur le projet et qu'après ça, on soit très nombreux à faire campagne. On y va pour gagner. Non pas pour faire gagner tel ou tel, mais pour faire gagner la justice sociale, pour faire gagner le climat, pour faire gagner les services publics, pour améliorer l'éducation, pour changer l'Europe, pour changer nos relations avec l'Afrique, pour gagner la bataille du climat. Donc on y va pour gagner. Certains pensaient que c'était foutu, on voit que ça bouge, mais il faut pousser les états-majors politiques à bouger encore plus.